il y a aussi tramadol est transformé en son métabolite actif, le haut déciméthyltramadol, par le cible de D6, et qu'on a exactement potentiellement le même problème avec le tramadol qu'avec la codéine. Et là encore, c'est un médicament qui est extrêmement prescrit, et donc il faut éviter de l'utiliser. Et vous voyez là aussi la production de haut déciméthyltramadol qui va dépendre du statut génétique des patients pour le cible de D6. Donc vous voyez, ceux qui sont métaboliseurs lents, PM, vont produire très peu de métabolites actifs. Et ceux qui sont métaboliseurs ultra rapides vont produire beaucoup de métabolites actifs. D'accord ? Donc si on se résume, après on va parler des... Je vais vous faire il est quelle heure? On a encore... J'ai combien de temps encore? Un quart d'heure? Je ne sais pas si je vais vous faire les corticoïdes. Oui, il est 45. Donc, non, je vais finir sur les. Je préfère que vous reteniez bien les antalgiques, les corticoïdes, c'est pas le plus important. Donc, si je vais vous faire un peu les corticoïdes quand même. Ce qu'il faut retenir sur les antalgiques, donc, c'est niveau 1. Donc, ce qu'il faut retenir, la première chose, c'est qu'il y a plein de moyens de traiter la douleur qui ne sont pas directement liés aux antalgiques. Hein, je vous ai parlé de la distraction, je vous ai parlé de l'eau sucrée pour les nourrissons, de la tétine, je vous ai parlé de la distraction, je vous ai parlé de la crème EMLA, je vous ai parlé du protoxyde d'azote. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le traitement de la douleur ne se résume pas uniquement aux antalgiques. Deuxièmement, que dans les antalgiques, il y a les antalgiques de niveau 1, donc de faible efficacité, dans lequel il y a essentiellement le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, je ne vous ai pas parlé des AINS, ça sera dans un autre cours, mais retenez donc antalgique de niveau 1, paracétamol et AINS. Le paracétamol, ce qu'il faut retenir, c'est quand même le risque. L'effet indésirable principal, c'est en cas de surdosage. Et donc, à ce moment-là, le surdosage, c'est la toxicité hépatique qui est traitée par des dérivés soufrés par la N-acétylcystéine. Et ces intoxications hépatiques, ce n'est pas négligeable parce que, ce que je ne vous ai pas dit, un des problèmes du paracétamol, c'est qu'il y a un nombre de formes de paracétamol qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'industriels qui produisent du paracétamol qui est très très important. Et chacun a des formes galéniques différentes. Il y a plein de présentations du paracétamol. C'est incroyable. Et donc les parents, les médecins, mais surtout les parents, ont vite fait de se tromper entre différentes formes de paracétamol, en particulier s'ils ont des enfants d'âge différents. Hein, ils ont des nouveau-nés, des nourrissons, des enfants de 5-6 ans. Et c'est très très rapide, c'est très très facile de se tromper sur l'utilisation de ces différentes formes. Donc paracétamol, le problème principal, c'est l'intoxication hépatique. Paracétamol INS. Ensuite, il y a les antalgiques de niveau 2. Celui qui était le plus utilisé, c'est la codéine, mais là, il est maintenant interdit d'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans. Et même chez les plus grands, c'est un mauvais médicament, parce qu'en fait, c'est un médicament qui agit en étant transformé en morphine. Donc, c'est comme si vous preniez dans un chapeau différentes posologies de morphine et vous ne savez pas quelle posologie vous est donnée au patient, parce que vous ne savez pas si votre patient, il est métaboliseur ultra rapide, métaboliseur lent ou rapide. Donc comme vous ne savez pas quel est son niveau d'activité de type de D6, vous donnez de la codéine, vous n'allez pas savoir ce que vous donnez comme posologie. Comme la codéine est de moins en moins utilisée, on veut utiliser le tramadol, mais le tramadol pose les mêmes problèmes, donc c'est aussi un médicament qu'il faut éviter. Donc il faut éviter tramadol et codéine. Le Nubin, la nubulphine, c'est un médicament qu'on peut donner uniquement chez des patients, plutôt chez les patients hospitalisés. Et ensuite, vous avez la morphine. Et donc, ce qu'il faut, c'est plutôt favoriser l'utilisation de la morphine dans les douleurs importantes, en sachant que la morphine, il y a des effets indésirables, donc la dépression respiratoire, mais aussi les effets indésirables plus bénins, mais qu'il faut traiter, comme par exemple la constipation. Et puis le risque de dépendance à l'arrêt du traitement par les morphiniques. Voilà ce qu'il faut, en résumé, ce qu'il faut savoir des antalgiques en deuxième année de médecine. Oui.
Eh bien, parce que je n'ai pas voulu trop parler du paranormal, mais il y a des effets synergiques, c'est-à-dire que vous avez des malaises importants, des hypotensions, des sueurs, des choses comme ça. Et pareil, qui est vraiment lié à des polymorphismes. Il y a vraiment des patients qui ne supportent pas le tramadol, qui font des malaises importants sous tramadol, et puis d'autres qui supportent parfaitement. Mais vous ne pouvez pas le prédire par des tests génétiques. Enfin, on peut, mais c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est pas facile tous les jours de prédire si un patient va faire un effet indésirable ou pas un effet indésirable. Donc c'est un médicament qui n'est pas très, très facile à manier, mais qui est encore utilisé de manière assez large. Mais pour moi, de manière illogique, parce qu'encore une fois, il y a des patients qui vont pas avoir d'effet indésirable et qui vont pas non plus avoir d'efficacité, d'autres qui vont avoir des effets... Enfin, c'est très, très compliqué. Donc autant donner directement des morphiniques. Ça, c'est pas une vue qui est partagée par tout le monde. D'autres questions sur les antalgiques? Ouais. Non, je ne peux pas parler de tout. Pareil, ça fait partie des médicaments qu'on peut associer aux autres, qu'on utilise associés aux autres, qui peuvent avoir effectivement l'intérêt, mais c'est pareil, c'est plus utilisé à l'hôpital, mais que ça fait partie des traitements possibles. Ouais. Je ne peux pas vous parler de tout dans un cours de... D'autres questions sur les antalgiques? Donc après, je vais vous parler rapidement des corticoïdes. Donc les corticoïdes, donc c'est des médicaments qui sont extrêmement utilisés encore. On va vous parler bientôt de thérapeutiques ciblées, d'un certain nombre de médicaments qui modulent l'inflammation. Mais les corticoïdes, ça reste un traitement de base qui est utilisé dans pratiquement toutes les spécialités. En médecine interne, en gastroentérologie, en rhumatologie, en neurologie, en réanimation, en pneumologie, dans l'asthme, en néphrologie, en ORL. Je crois qu'il n'y a pas une spécialité où on n'utilise pas les corticoïdes. Donc c'est des médicaments extrêmement utilisés donc c'est des médicaments qui sont dérivés du cortisol. Le cortisol ayant à la fois des effets minéralocorticoïdes, ça vous avez vu en physiologie, je ne le refais pas, et des effets anti-inflammatoires. Donc tout le travail qui a été fait sur la chimie des corticoïdes, c'était d'augmenter l'effet anti-inflammatoire et de diminuer l'effet minéralocorticoïde. Et donc, bon, ce tableau-là, vous n'avez pas besoin de le retenir, mais c'est juste pour montrer que dans tous les corticoïdes, eh bien, on a essayé au fur et à mesure du développement des corticoïdes d'augmenter cet effet inflammatoire et de diminuer l'effet minéralocorticoïde pour pouvoir être plus efficace en termes d'anti-inflammatoire. Ça, on va passer. Ça, c'est des courbes de relation concentration-effet sur l'effet anti-inflammatoire. Le mode d'action, rapidement, donc c'est des médicaments, il y a des récepteurs aux glucorticoïdes qui s'appellent GR, qui sont des récepteurs endonucléaires. Et donc, les corticoïdes vont se fixer sur ce récepteur GR, avec du coup le récepteur GR étant lié à d'autres protéines qu'on appelle HSP et ISP. Et donc, au moment de la fixation, ça va libérer GR de ces coprotéines qui vont ensuite agir au niveau transcriptionnel essentiellement. Donc, le récepteur corticoïde avec le corticoïde va donc agir au niveau transcriptionnel, soit en activant la transcription, ce qui est le cas le plus fréquent, soit en inhibant la transcription. Donc ça, c'est l'effet direct le plus important, mais ça peut agir aussi différemment avec une fixation sur d'autres unités intranucléaires, comme par exemple Fos ou Jun. Et là aussi, ça va soit inhiber, soit activer la transcription. Donc c'est une activation, une inhibition transcriptionnelle directe, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou indirecte. Ça, on va passer. Et donc cet effet transcriptionnel, pourquoi il est important? Parce que ça va expliquer l'effet pléiotrope des corticoïdes. Ça, il n'y a pas un récepteur en corticoïdes, c'est pas comme tout à l'heure, par exemple, on a vu la morphine. Ça agit sur des récepteurs morphiniques, donc c'est quand même un effet qui est quand même relativement spécifique, même si on a vu qu'il y a un certain nombre de choses relativement spécifiques. Ou par exemple, dans l'asthme, le récepteur bêta-2, c'est spécifique. Là, c'est pliotrope, et ça va avoir des effets qui sont extrêmement nombreux, anti-inflammatoires, mais aussi métaboliques. On va voir ça les effets indésirables, neuropsychiatriques, musculaires, inhibition de l'axe hypothalamique,
action quand même malgré tout minéralocorticoïde. Il y a plein d'effets des corticoïdes. Ça agit pratiquement sur plein de systèmes différents. Donc, ce qui va expliquer à la fois son utilisation large dans beaucoup de pathologies différentes, mais aussi ses effets indésirables qui sont eux aussi extrêmement larges. Donc, sur l'effet anti-inflammatoire, ça va inhiber la transcription de cytokines pro-inflammatoires. Hein. Ça va diminuer la production de médiateurs de l'inflammation, en particulier l'acide arachidonique. Et ça va inhiber l'expression de molécules d'adhésion. Bon, ça agit, vous voyez, partout, ça on va passer. Donc ça a des effets aussi métaboliques qu'il faut connaître. Ça va favoriser l'hyperglycémie. Donc un des effets indésirables des glucorticoïdes, c'est de favoriser le diabète par augmentation de l'effet hyperglycémiant. Ça va augmenter la synthèse hépatique de glucides et diminuer l'utilisation périphérique de glucose. Ça va aussi modifier la répartition des graisses corporelles, avec par exemple l'apparition, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver, de bosses de bison, buffalo neck. Hein. Vous voyez ici, là, ça fait une petite bosse ici. Ça va diminuer les réserves en calcium, donc ça va avoir un effet sur l'os. Donc ça va favoriser l'ostéopénie, ça va favoriser les fractures. Donc tout ça, c'est des effets indésirables qu'il faut suivre. Quand on traite les patients par corticoïdes, ça va aussi avoir un effet sur le revêtement cutané, ça va diminuer l'épaisseur du derme. La pharmacocinétique des corticoïdes, qu'est-ce qui est important à connaître? Donc, c'est des médicaments qu'on peut donner par voie orale facilement, parce qu'ils sont très bien absorbés. Ils sont fixés à des transporteurs, albumine, transcortine, avec une fixation qui est relativement importante. Et surtout, ce qu'il faut connaître, c'est que là aussi, c'est métabolisé par les cytochromes P450, et en particulier par le cytochrome P450 3 à 4. Et quelle est l'une des propriétés importantes du cytochrome P450 3 à 4? Comment? Alors, ouais, tout à fait. Donc, alors, effectivement, vous avez raison. L'une des propriétés, c'est qu'il y a comme il métabolise beaucoup de médicaments, il y a beaucoup d'interactions possibles au niveau du CYP3 à 4, au niveau soit des inhibitions, soit des inductions. Et puis, même de base, ce cytochrome P450 à 4 a une grande variabilité de l'expression. C'est-à-dire que là, c'est des patients, c'est des tests qui ont été faits sur des biopsies hépatiques de patients tout venant. Et vous voyez qu'entre le patient 3 qui a une très très faible expression de l'activité du CYP3 à 4 et le patient 2 qui a une très forte expression, il y a un rapport qui est largement de 1 à 10. C'est-à-dire que si vous donnez des corticoïdes au patient 3, il va très peu métaboliser les corticoïdes, donc ça va s'accumuler, donc il va y avoir un effet très important, à la fois efficacité et effet indésirable. Et avec le patient 2, au contraire, il va fortement métaboliser les corticoïdes, donc il va avoir un effet extrêmement faible, à la fois efficacité et effet indésirable. Donc, ce qu'il faut retenir, et je crois que le cours après, c'est vraiment la chose la plus importante que le corticoïde, c'est la variabilité pharmacocinétique, donc la variabilité de l'effet de ces médicaments. Donc une très très grande variabilité dans l'effet. Et là encore, c'est un peu comme les morphiniques, ça veut dire que quand on prescrit des corticoïdes, il ne faut pas se contenter de les prescrire et puis de revoir le patient quelques mois plus tard. Il faut là encore adapter le traitement à l'effet du médicament, et donc en fonction de l'effet, il va falloir augmenter, diminuer les posologies. Ça, on va passer. On va passer. Blablabla. Tout ça, on va passer. Voilà, on va passer tout ça. Donc, la chose à retenir pour les corticoïdes, c'est vraiment ça. C'est d'un côté les effets indésirables. Donc, quand vous prescrivez des corticoïdes, il y a un certain nombre d'effets indésirables à surveiller, en particulier la glycémie, l'effet sur l'os, très important, et puis cette variabilité de l'effet qui va nécessiter une adaptation des traitements. Voilà. Si vous avez des questions.